Par exemple, vous avez une scène particulière que je ne peux pas décrire ici, mais qu'on retrouve dans cette troisième phase, avant la résurrection, et on appelle ça Sirat al-Mustahima. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que lorsque vous sortez de cette épreuve, celle de la fusion dans la lumière de Ra, il y a une dernière épreuve. Celle qui fait que soit vous faites chair, comme on dit le verbe fait chair, mais c'était la lumière qui a fait le verbe. Soit vous ne faites rien sur la terre. C'est-à-dire soit vous ne contribuez pas à la création de Ra. D'accord? C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Et au cours de cette phase, votre cas divin prend possession de notre corps. Et vous êtes le Jotan en Fongbe. Dans ma langue, on dit Jotan, c'est-à-dire l'ancêtre éponyme dont je suis moi-même l'incarnation. Vous voyez? Donc si vous avez une grand-mère qui est morte, soi-disant, en guillemets, la grand-mère revient à travers votre fille. Elle se réincarne. Hein? Le grand-père revient. L'oncle maternel qui est en fait le véritable père, il revient. En vertu des traditions matriarcales, en vigueur dans toute l'Afrique noire. Absolument. Et ceci, avant l'intrusion des religions abrahamiques dites révélées. Ce fait ne peut pas être perdu de vue. Donc, pour conclure, Seth et Horus, Seth c'est l'oncle d'Horus. Donc, il se met à faire de la magie contre Horus. Mais Horus, lui, ne fait pas la magie. Horus utilise la droiture de la mat face à lui. Et donc, il est protégé de ce fait. Il n'a pas besoin de faire des incantations magiques. Quant au fond, donc, la spiritualité africaine est une condamnation sans appel de la magie. La spiritualité africaine ne procède pas, contrairement à ce qu'on dit, de la magie. C'est une condamnation de la magie. C'est une apologie d'une vie tout entière vouée à la droiture, au bien, à l'amour, à la vertu du partage, de la solidarité sur Terre. Voilà ce que la civilisation africaine représente. Et donc, il n'y aura pas de vainqueur. Parce que le problème, c'est que le trône n'appartient ni à Seth ni à Horus. Mais Seth a une coalition à sa dévotion. Et cette coalition n'agit que dans l'invisible, dans l'obscurité, ce que les Égyptiens appellent Kekou, c'est-à-dire les ténèbres. Donc, ceux qui le défendent sont tous les êtres humains qui veulent conquérir le pouvoir par l'iniquité et sans suivre les règles et les principes moraux, mais en croyant que la magie peut se substituer à ce qu'on appelle les principes transcendants. Horus, il aura avec lui toutes les forces qui suivent les entités dont je vais parler pour conclure. D'abord, Seth, lui, il suit Ishfet. C'est notre maman Asafatu. Hein? C'est-à-dire dans l'ordre de la transcendance absolue. Ishfet est le contraire de Méité. Ce sont deux femmes qui nous montrent les deux voies possibles dans la vie. Il y a une voie qui mène vers la connaissance, d'accord? Et c'est quoi la connaissance? C'est la connaissance de toutes les épreuves qui permettent à l'homme de faire la preuve de sa divinité. Et il y a une deuxième voie qui est la voie de l'obscurité, qui se cache derrière les dogmes, la foi aveugle, et qui conduit les hommes vers ce que j'appelle l'iniquité. Mais au nom du bien, on fait l'iniquité. Voyez? Donc, ces forces, aujourd'hui, elles sont épuisées sur Terre. Parce que ce dont je vous parle, c'est un combat qui se déroule dans les entités célestes. Mais comme l'invisible et le visible sont interconnectés, il en résulte donc que le combat qui se passe dans l'invisible a des répercussions dans le visible. Donc ceux qui ont fait en sorte que tout le monde soit affamé dans une périphérie, alors qu'eux, ils vivent dans un océan humain où il y a tout, il y a l'abondance, il y a tout. Ceux-là, aujourd'hui, ils sont rattrapés par l'œil du cyclone. Hein? Le boomerang revient. Alors, ils appellent ça l'invasion des migrants économiques. Mais ce n'est pas des migrants, en fait, c'est des réfugiés de guerre.
qui reviennent en disant qu'ils veulent venir ici, là. Et ils ont commencé par la Grèce. C'est quoi la Grèce? C'est la civilisation dont l'Occident se réclamait. Dans quel état est la Grèce aujourd'hui? Dans un état d'insolvabilité notoire. Ils passent par l'Italie. C'est quoi l'Italie? C'est Rome. C'est la puissance occidentale impériale. Ils passent par l'Espagne. C'est quoi l'Espagne? C'est le pays qui a renoué avec l'impérialisme de Charles Quint. Et le Portugal. Tous ces pays sont en train de se barricader pour se protéger contre des victimes de guerre, de prédation qu'ils ont eux-mêmes initiées. C'est ça que j'appelle l'œil invisible. Vous voyez? Maintenant, l'œil invisible se croit suffisamment opaque pour ne pas être saisi dans ses intentions maléfiques. Mais l'œil invisible oublie que le lien entre l'œil et le cœur, c'est un lien qui est essentiel. Vous voyez? C'est votre cœur qui se reflète dans l'œil. C'est pour ça que dans la tradition, dans les livres sacrés de la vallée du Nil et chez les Wolofs, Koth Barma, il a dit. Koth Barma, c'est un grand philosophe. Et aussi Ibrafal, c'est-à-dire l'homme de la confrérie, des Baïfal. Voilà, il a dit. Et aussi Cheikh Ahmadou Bamba, lorsqu'il a affronté les Français, hein, et qu'il a fait les mêmes gestes que Osiris. Parce que quand Osiris marche sur les flots, ça c'est la magie noire. Mais quand le Christ marche sur les flots, ça c'est le miracle. Mais en tout cas, Cheikh Bamba, il a fait toute cette tradition. Vous voyez? Et son corps, on peut l'amener au Gabon. Mais ce qu'on ne peut pas amener au Gabon, c'est son énergie, son cas divin. Et il est vulnérable. Et Cheikh Anta Diop est l'enfant de toute cette tradition. Et à la fin, je vais vous dire, donc ça s'appelle le dénouement du drame cosmique. Comment le monde va finir, comment le monde va régler le conflit actuel entre les forces de la coalition septième et les forces de la coalition osirienne, dont Horus est l'incarnation, c'est-à-dire l'héritier putatif. Comment le monde va régler ça? Eh bien, le monde va régler ça en amenant ceux qui étaient dans la prédation, c'est-à-dire ceux qui ont fait le génocide amérindien, ceux qui ont fait la traite négrière, ce que moi j'appelle l'Holocauste noir, ceux qui ont fait tous les crimes du monde entier, mais qui se parlent de toutes les vertus des droits de l'homme aujourd'hui, et qui disent même que ce sont eux qui doivent dire quel peuple est démocratique, quel dirigeant est démocratique, quel dirigeant ne l'est pas. Ils ont cette prétention, d'accord? Eh bien, ceux-là, comment ça va finir? Ça va finir, non pas dans une guerre supplémentaire, qui va engloutir toute l'humanité, parce que c'est ça qu'ils veulent. Le dessein, c'est celui-là. Parce que comme ils vivent au-dessus de leurs moyens, ils savent que le monde fait qu'ils ne peuvent plus vivre comme ils vivaient il y a 50 ans. Donc, ils n'ont plus qu'une chose à faire, déchaîner la tempête comme cette, faire le chaos partout. C'est ça qu'on appelle Boko Haram. Où avez-vous vu des musulmans qui mettent une bombe dans une mosquée? Dans une mosquée? Mais comment? Ça, c'est un lieu sacré, on ne met pas une bombe dans une mosquée. Où avez-vous vu des musulmans qui tuent des musulmans? Où avez-vous vu cela? Eh bien, toutes ces forces sont en fait des métastases d'une même tumeur cancérigène. Et Seth, aujourd'hui, a tombé le masque. Horus a repris son droit. Et ce que je vais vous dire, mes frères et sœurs, et je vais finir sur ça, et je vous montrerai 2 ou 3 choses. Ce que je vais vous dire, c'est ne renoncez jamais en cas de conflit d'intérêts entre ceux qui disent que vous êtes différents des autres Africains, vos frères. Ceux qui disent que vos frères sont des idolâtres, des païens, et qu'il suffit de les suivre. Chaque fois que nous les avons suivis, ils n'ont pas hésité à déporter des musulmans en Irak, à Bagdad, partout pour faire la traite négrière, alors qu'ils étaient des musulmans. Vous voyez? Donc, vous devez choisir les racines ancestrales de votre peuple. Vous devez choisir ce que vous connaissez. Vous ne devez pas choisir l'aventure
ambiguë dont parle Cheikh Hamidou Kané. Et cette ambiguïté, elle réside dans l'amnésie. Je voudrais finir sur ces quelques images, parce que ces images, je les offre au public de Megamas en fait. Voilà. Nos ancêtres, voilà, au début de l'humanité, voilà comment ils étaient. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Ce n'étaient pas des êtres malfamés ou indigents. C'était des êtres qui étaient en harmonie avec la nature. Vous voyez? Ils avaient la peau noire parce que c'est la peau qui réfléchit le soleil, les rayons ultraviolets du soleil. Ils avaient le nez bien large parce qu'il fallait bien respirer, parce qu'il y avait beaucoup de vent. Ils avaient des lèvres bien épaisses parce qu'il fallait dévorer des fruits. Il fallait dévorer les fruits. Hein? Ils étaient donc faits par la nature. Lorsque vous dites que Dieu a fait l'homme à son image, et que vous dites que l'homme est né en Afrique, donc ça veut dire que Dieu a fait l'homme à l'image de l'Africain. C'est une simple déduction mathématique. Donc, ce que je dis, c'est que 7 se retrouve ici. Vous le voyez bien, 7, il est là-bas, là. Horus est ici. Mais au milieu, c'est l'être qui les réconcilie. D'accord? Donc ça veut dire que l'Occident et l'Afrique seront réconciliés. Mais l'Occident et l'Afrique ne peuvent se réconcilier que sur la base de la vérité, pas du mensonge, pas de la prédation, pas de l'hypocrisie, mais sur la base de la vérité. Et c'est cette réconciliation pour laquelle Cheikh Anta Diop se battait. Vous voyez? Et vous voyez ici, le pharaon lui-même, nous sommes avec le pharaon Merneptah. Hein? Donc il est ici avec Horus, toujours dans le même processus de réconciliation. Quand on dit pharaon, ce n'est pas le nom qu'eux-mêmes se donnaient. C'est le nom que les Hébreux ont pris pour dire qu'il y a un être qui se croit plus fort que Dieu. Ça, c'est une invention hébraïque. Le mot pour dire le roi, ça veut dire Nessou, ça veut dire celui qui vient du sud. Pharaon, ça veut dire la grande demeure. L'univers, ce n'est pas le nom d'un roi. Donc, c'est tout ce lot de mensonges que nous voulons démonter à la face du monde pour que l'humanité puisse enfin s'entendre. Ici, vous avez le pharaon Mentuhotep, fondateur de la 11e dynastie. Vous voyez? Voilà donc ceux qui ont fait le génie humain, le génie africain. Et je vais terminer juste par, si vous le permettez, parce que quand je suis avec Negamas, je suis très content. Ici, c'est le pharaon Akhenaton. Hein? Donc, il s'agit du fameux pharaon qui voulait qu'il y ait le monothéisme dans tous les sanctuaires de l'humanité. Sa réforme célèbre, qui est consignée dans les deux textes, le petit hymne à Aton et le grand hymne à Aton, c'est ça qui a finalement influencé les Hébreux eux-mêmes. Donc les Hébreux ne sont pas inventeurs du monothéisme. J'en veux pour prouver une seule chose. Pour désigner Dieu, ils disent Elohim. Or, Elohim, en hébreu, ça dit les dieux. Donc c'était des polythéistes endurcis d'Abraham jusqu'à Josué. D'accord? C'est au contact du monde nègre qu'ils ont appris le monothéisme. Donc, ma conclusion, ce sera la conclusion de notre maître à tous, cher Anta Diop. Et vous comprenez mieux le sens de l'œil invisible de cette. Il ne s'agissait pas d'une conception ésotérique. Il s'agit de faire la connexion avec nos contes initiatiques, nos contes qui font de nous les hommes qui, demain, vont permettre à l'humanité de se réconcilier. J'espère que vous avez bien compris le sens de mon message. Il ne s'agit pas d'utiliser ce patrimoine pour s'opposer à d'autres peuples. Il s'agit d'utiliser ce patrimoine pour donner à l'Africain la capacité d'agir, la créativité, parce qu'il n'aurait jamais dû rompre avec son rôle de guide de l'humanité dans tous les domaines. C'est ce que nous dit Cheikh Anta Diop dans son livre « Antériorité des civilisations nègres ». Et jamais je ne termine une intervention sans honorer mon maître. Cheikh Anta Diop disait ceci. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître indubitablement dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y a point dépaysé, comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite.
Autant un occidental, aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres. Autant la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles s'émeuvent pour renouer avec leur sens et leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de renouer enfin avec la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Je voudrais vous dire que Ngegamas, c'est l'homme qui amène cette reconnexion au niveau de la chanson. Il réjouit le cœur des enfants de rap que nous sommes. Ngegamas, il est né, sa mission divine, c'est de transmettre la paix, l'harmonie, l'amour et la justice à tous les enfants de la terre et pas seulement aux enfants d'Afrique. Merci. Vous me sentez arriver, hein, vous savez qu'il faut taper plus fort dans vos mains. S'il vous plaît, professeur Jean-Charles Goï-Gobet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'espère qu'après cette introduction, vous êtes prêts? Merci, mademoiselle. J'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, voilà, c'est très bien, Monsieur Diamanka. Est-ce qu'on continue? S'il vous plaît, des applaudissements pour Monsieur Diamanka. On fait rentrer les musiciens? Oui? D'accord. Alors je vais vous demander d'applaudir les musiciens qui vont...